Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo d'analyse, de réflexion sur les nouvelles caméras cinéma numériques qui sortent en ce moment ou qui vont peut-être sortir dans quelques mois. On est à la moitié de l'année 2022. J'ai fait déjà une vidéo auparavant il y a quelques années sur l'évolution, sur les 20 dernières années de l'évolution du numérique. Et on va faire un petit topo, voilà, on va discuter un peu ensemble sur ce qui va venir ou ce qui ne va pas venir forcément. Et surtout, à quel point on en est arrivé aujourd'hui sur les caméras numériques cinéma. C'est parti. Alors aussi, petite précision, c'est que je vais donner mon point de vue sur le fait que ce que j'attends aujourd'hui sur les nouvelles caméras numériques. Ça, c'est important parce que je pense que ce qui est agréable, c'est que, bon, alors cette année, j'ai pas pu me rendre au micro-salon AFC pour cause de tournage. Mais je trouve ça important ce rendez-vous annuel qui permet justement d'être à la rencontre des importateurs, des fabricants, pour donner un peu le choix surtout d'émettre ses convictions par rapport à l'utilisation des caméras qu'on utilise aujourd'hui. Même si finalement on s'aperçoit que, alors malheureusement j'ai envie de dire, que dans le cinéma aujourd'hui on est cantonné pratiquement à 2 caméras et demie, quoi. Hein, c'est-à-dire que on est chez Sony, Arri et le demi c'est Red parce que tellement que c'est vraiment pas utilisé en France la Red que je le place même pas comme une caméra à part mais comme un demi, quoi. Là je viens de terminer un téléfilm, j'ai terminé l'année dernière un long métrage que j'ai tourné en Red et voilà, et on me dit clairement mais personne tourne en Red, quoi. Donc voilà, c'est déjà, j'ai du mal à comprendre pourquoi, voilà. Mais déjà, on va voir, j'ai expliqué, comme je disais dans l'intro, l'évolution des caméras numériques qui a été, on va dire, sous la forme d'une courbe sensitométrie. Hein. C'est-à-dire qu'une courbe sensitométrie, si vous connaissez un peu la sensitométrie, vous avez un pied de courbe, vous avez une partie linéaire, et après vous avez une épaule de courbe. Donc pendant ces 20 dernières années, alors au début des années 2000, on était dans le pied de courbe, c'est-à-dire qu'on n'attendait rien du numérique, on s'imaginait même pas qu'on pouvait faire du cinéma avec. Et puis à un moment donné, il y a eu un décollage qui a été très linéaire, c'est-à-dire que à chaque nouveauté de caméra, tous les ans, il y avait un nouveau modèle qui apportait sa petite pierre à l'édifice. Et voilà, et à un moment donné, on se retrouve aujourd'hui en 2020-2022 sur une stagnation de l'évolution numérique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, eh bien, entre tourner avec une Red Monstro ou une Red Dragon, qui sont 2 caméras qui ont pourtant presque 5 ans d'écart, 5-6 ans d'écart au niveau de sa sortie, eh bien, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas une révolution dans l'image. Ou par exemple, si on tourne avec une Arri Mini LF et une Alexa Mini, pareil, il y a quand même quelques années qui les séparent, pas d'évolution. Chez Sony, c'est différent parce que Sony, on va expliquer pourquoi un peu. Sony, c'est vraiment un peu c'est un peu le coup de surprise, quoi, de la part de Sony. Mais on va revenir il y a à peu près 10 ans, un peu plus de 10 ans, où réellement ce qui a foutu le coup de pied dans la fourmilière, c'est l'arrivée de la caméra, la Red One, qui, je le conçois naturellement, dans les 2008, je crois à peu près 2008-2009, qui a été une caméra qui certes n'a pas été aboutie, mais qui a pu commencer véritablement le début de la course de l'évolution des caméras. Là où à côté, Alexa, qui avait quand même un pied d'avance, parce que l'Alexa avait déjà sorti, qui était aussi un coup foireux, mais qui avait sorti donc la D21, la D20 et la D21 dans les années 2005 à 2004, qui était une caméra, on va dire, comme la Red One à l'époque, 5 ans après. Donc Arri avait un petit coup d'avance, ce qui fait que Arri a sorti quand même une caméra qui sont très 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 forts, puisque je le rappelle, entre l'Alexa classique qui a maintenant 12 ans ou 13 ans, ouais, 12-13 ans, et la caméra mini LF, en gros on est exactement sur la même image, sur le même capteur, alors, excepté évidemment que les tailles, les résolutions, les ratios ne sont pas les mêmes, mais le capteur et la technologie du capteur et le gamma, l'OXE, sont identiques depuis quand même sacré paire d'années, quoi. Donc là où Red a dû faire des mises à jour en hardware sur l'évolution de son capteur, en AMX, Dragon, etc., Alexa, elle s'est plantée direct en disant, bon voilà, on a directement un super capteur, on est tranquille pendant au moins une bonne décennie, faites je joue avec ça et on en parle. Là où ça a été différent, c'est au niveau des ergonomies. Alors là, c'est vraiment un coup d'hypocrisie de la part de, je trouve, de la part de chez Arri,
où Harry a très longtemps critiqué la forme cube de la Red Epic quand elle est sortie, là où on était plus sur des Harry, on va dire, plus classiques, avec pour le coup des caméras très ergonomiques, il faut l'avouer, mais a critiqué tout de suite, ça a été une grosse critique, je me rappelle, il y avait des vidéos de chez Fop défendant Harry là-dessus à ce sujet, sur la forme cubique qu'avait pris Red, en disant que c'était pas possible, qu'on pouvait pas faire d'ergonomie, etc. Mais voilà, ce qui était intéressant, c'est qu'on était dans une époque où on se reniflait le cul, quoi. C'est-à-dire que Harry regardait le cubique en se moquant, et puis finalement, elle sort l'Alexa Mini. Voilà. Et puis, en fin de compte, tout le monde se renifle derrière pour finalement adopter à l'unanimité, de façon globale et générale, la même forme de caméra. C'est-à-dire que quand on regarde aujourd'hui la Raptor, quand on regarde la Venice, quand on regarde l'Alexa Mini, bah, on se rend compte tous aujourd'hui qu'ils se sont tous mis d'accord sur la forme, l'ergonomie de la caméra. C'est-à-dire une caméra ni trop cubique, ni trop compacte, ni trop grosse, quoi. En fait, un format un peu bâtard parce que réellement, c'est trop gros pour pouvoir mettre sur un stabilisateur, ou alors il faut vraiment un gros stabilisateur, et trop petit pour l'utiliser de façon agréable à l'épaule. Donc voilà, ils ont fait un compromis, chacun a décidé de se dire on va se mettre d'accord, on va se mettre une base, voilà, on est d'accord sur le compromis de la forme de la caméra. Mais après, de ce qu'il y a dedans, réellement, on commence, c'est pas qu'on commence, on est déjà dans l'épaule de courbe, c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien à attendre, quoi. C'est-à-dire qu'on arrive à une sorte que, franchement, tourner avec une Raptor, une Monstro, ou tourner avec une Dragon, moi je vous dis, je vois pas la différence. Franchement, je n'arrive pas à voir la différence, à part que la Monstro a gagné un diaph en termes de sensibilité nominale. On est plus à 1600 que l'était la Monstro, que était la Dragon à 800. Chez Harry, ça bouge pas. Hein. D'ailleurs, on attend avec impatience, avec grande impatience, on attend cette nouvelle caméra de chez Harry qui devrait, j'espère, pouvoir bouleverser un peu, changer la technologie du capteur, changer l'espace colorimétrique. Bref, avoir des grands changements. Pour l'instant, moi, de ce que j'entends pas grand-chose, à part le fait qu'ils ont décidé de rester sur un capteur Super 35. Je trouve plutôt que c'est plutôt la bonne idée, parce que le LF, c'est bien, mais le LF a mis complètement de côté tous les anciens optiques qui ont plusieurs décennies, qui avaient la couverture Super 35, les ont mis tous de côté, quoi. C'est-à-dire que, du coup, par exemple, chez Harry et Mini LF, ils ont dû sortir une mise à jour pour pouvoir l'utiliser en format Super 35, ce qui est pour le coup vraiment dommage. Donc j'ai l'impression qu'il y a un revers du LF, c'est-à-dire que le LF, on en revient sur le fait qu'on va plutôt rester sur du Super 35 pour pouvoir justement renaître tous ces anciens séries d'optiques, ces anciens zooms qui ont de plusieurs décennies, et ce que les opérateurs recherchent de par leur charme véritablement complètement original par rapport à des nouveaux optiques trop piqués, trop chars, trop cliniques, etc. Donc voilà, le Super 35 va faire renaître, descendre un peu tous ces vieux optiques qui ont été mis de côté. Et qui d'ailleurs, ça a été très grave parce que leur cote au niveau de leur vente a diminué de x2, quoi. Donc ça a été vraiment catastrophique. Donc voilà, donc Harry, on attend un peu ce que va proposer Harry, mais on sent que déjà chez Red, on tourne en rond, très clairement, voilà, c'est plus... le 8K, très franchement, on s'en fout, on s'en bat un peu les couilles du 8K. Pour moi, le 6K reste un maximum, ça sert à rien de charger la mule de photosite si finalement, derrière, on va perdre en dynamique ou en sensibilité. Pour le coup, même si l'Alexa a énormément de retard là-dessus, mais c'est un choix qui a été purement assumé par le constructeur. Mais voilà, au moins, on gagne d'une certaine dynamique. Et voilà, et la résolution grimpe de façon très lente chez Harry, là où chez Red, ça grimpe très vite, mais on n'en a rien à foutre, et on ne veut pas perdre le côté de ce que les professionnels attendent de la part des caméras de cinéma, c'est-à-dire le côté de la douceur, de la dynamique, de la sensibilité. Donc voilà, on attend peut-être, je ne sais pas si le dual ISO est vraiment une attente réelle dans ce genre de caméra, même si on voit que chez Sony, dans la Venice 2, on a un dual ISO qui est fort intéressant, parce que ça permet réellement de pouvoir déjà optimiser le log
dans les basses lumières, ce qui n'est pas tout à fait désagréable. Mais le problème, c'est que le dual ISO est mal perçu dans le sens que on a l'impression que on va se dire, tiens, on va travailler avec moins de watts, avec moins de puissance, alors que pour le coup, je dirais, ah bah tiens, on va pouvoir travailler le log, on va pouvoir le surexposer tranquillement pour nous aider à la post-production dans les conditions de basse lumière. Là où parfois, moi-même, je suis un peu limité, même avec une Monstro à 1600 ISO. Donc là, c'est pour le coup, le dual ISO a sa petite importance. Et voilà, ce qui est rigolo, c'est que par exemple Sony, quand il y a eu la Red qui est sortie, qu'il y a eu l'Alexa qui est sortie, Sony a regardé ça un peu de loin et elle s'est dit, bon bah nous, qu'est-ce qu'on va faire, on va sortir une caméra, bon bah grand capteur, on sort la F3. Vous voyez, la F3 aujourd'hui, plus personne en veut quoi. La Sony F3, je veux dire, même mes étudiants à Cifacom n'en veulent plus quoi. Ils ne tournent plus avec. Alors que tu donnes même une première Red One, une vieille Red One où tu donnes une Alexa classique, je veux dire, tout le monde prend du plaisir à pouvoir travailler avec ces caméras. Mais une F3, tout le monde s'en fout quoi. Le codec, les gammas, la dynamique, voilà, c'est plus du tout d'actualité. Et c'est là où on voit que, franchement, chapeau bas pour Sony, qui a pour le coup repris pratiquement la première place sur les tournages de fiction, qui a dépassé même, moi j'ai l'impression, alors après vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, mais j'ai l'impression que ça a dépassé même Harry, par le fait que bah voilà, Sony a mis a dépensé les dernières cartouches dans la technologie du capteur, des espaces colorimétriques, etc. Là où Harry se stagne, et là où Red, alors là je ne sais pas pourquoi, est boudé par les opérateurs, notamment les opérateurs en France quoi. J'ai tourné avec la DXL2, j'ai tourné avec la Red Dragon Weapon. Ce sont des caméras qui sont extraordinaires, qui me donnent une image extraordinaire, et je sais pas, alors je sais pas, tant mieux pour moi, comme ça me permet au moins de tourner avec du matériel que les autres ne tournent pas. Ça fait une certaine originalité, mais quand je dis que je vais tourner en RAID, on me dit qu'est-ce qui se passe quoi. Mais j'expliquerai dans une autre vidéo pourquoi j'ai utilisé justement, pourquoi malgré le choix de plusieurs caméras, j'ai choisi la DXL2 pour le Visiteur du Futur. J'en parlerai sur une prochaine vidéo. Voilà. Mais ici, on est véritablement dans une véritable épaule de courbe, là où on ne sait plus quoi trop attendre de la part des constructeurs. Donc c'est intéressant, par exemple, si vous regardez cette vidéo, je sais que les chefs opérateurs me regardent, mais ne participent jamais. C'est bien dommage. Mais voilà, si on peut amener dans l'espace commentaire, peut-être chacun sa petite brique hein, pour dire, bah tiens, moi j'aimerais bien qu'on ait ça. Moi, il y a une chose que j'aimerais beaucoup, qui moi me pose problème chez Harry notamment, c'est de pouvoir gérer correctement la double exposition. Alors ça, j'en ai beaucoup parlé sur ma chaîne Misiflix, là, que vous pouvez rejoindre en appuyant sur le petit bouton rejoindre en dessous, où on développe, on explique plein de choses. Pour moi, la double exposition, c'est la capacité de pouvoir exposer correctement son log comme dans la méthode du zone system, la méthode argentique du zone system, et de pouvoir, en contrepartie, parce qu'évidemment, ça pose énormément de problèmes dans la répercussion du Rec 709, qui est soit sur X, soit sous X, et donc du coup de pouvoir correctement exposer le Rec 709 aussi, parce que le Rec 709 est important pour plusieurs raisons, parce que déjà ça permet d'avoir un retour de visualisation de la part de l'équipe technique sur les moniteurs qui est primordial, et d'autant plus d'avoir des copies de travail qui soient correctes et non pas sur X, sous X, etc. C'est un peu comme en argentique. Quand on travaillait non pas à la mesure, avec la mesure lumière incidente, mais réfléchie, donc au spot mètre, on appliquait donc le phénomène de zone system, ce qui permettait en gros, en fonction des densités du sujet, d'exposer différemment et non pas d'exposer par rapport à une norme du 18%. C'est-à-dire de ramener le gris 18% à une position très précise dans la sensitométrie, et de le faire varier en fonction non pas donc de la lumière incidente, mais de la lumière réfléchie, autrement dit en fonction des différentes densités. Et donc on se retrouvait, quand on tirait des copies de travail en argentique, on se retrouvait avec des rushs sur X, sous X, sur X, sous X, parce qu'on avait privilégié l'exposition non pas du log, mais du négatif. On se retrouve pour le coup maintenant avec des caméras qui ont
toutes des gammas logarithmiques, on se retrouve avec ce problème de gestion de double exposition. Et là, c'est problématique. Comme j'expliquais, notamment sur la dernière vidéo que j'ai faite sur l'exposition de la RAID, là où la RAID est très pratique pour moi, c'est de pouvoir gérer grâce au RAW la double exposition. Si vous ne voyez pas comment, je vous invite à revoir cette vidéo. Et sinon, quand vous n'avez pas ça, quand vous tournez sur un codec un peu un codec classique qui n'est pas du RAW comme de l'Apple ProRes ou autre, même en 12 bits, même en 444, eh bien, vous ne pouvez pas gérer cette double exposition. Et ce qui est très, très, très problématique. Donc, ce qu'il faudrait réellement, moi, ce que j'aimerais bien, je ne pense pas que ça existe, hein, à moins que vous puissiez me dire que sur telle caméra, ça se fait. Mais c'est, vous savez, quand on tourne avec une RAID, par exemple, quand on tourne avec une RAID, sur la carte, il y a le fichier natif, donc le fichier R3D. Il y a la possibilité de mettre un fichier proxy qui est directement généré par la caméra. Ça, c'est ce qui est plutôt pratique. Donc, soit en Apple ProRes, soit en DNx HD. Et ils mettent à côté aussi la LUT. C'est-à-dire qu'ils dupliquent la LUT. Ils appliquent la LUT qui a été utilisée pour le tournage du plan. Véritablement. Et plan par plan. C'est-à-dire que chaque plan que vous tournez, hop, un fichier natif, un proxy, une LUT qui a été choisi pour le plan qui a été tourné. Et bien, ce qui serait bien, ce qui serait royal au bar, c'est que quand vous tournez, vous gérez l'exposition du log, voilà, du gamma logarithmique, vous l'exposez correctement en fonction des densités que vous offre le sujet. Et ensuite, on applique la LUT. La LUT est soit sous X, soit sur X. Enfin, vous voyez, comme c'est une seule LUT qui est appliquée de façon très basique, elle peut vous donner une image soit sous X, soit sur X en fonction de comment vous avez privilégié le log. Et pour le coup, avec un simple petit bouton, quelque part, de pouvoir justement modifier cette LUT très facilement en termes de son exposition, c'est-à-dire de la sous-exposée ou de la surexposée d'un diaph. Et du coup, cette LUT est dupliquée et inscrite dans la carte à la racine du fichier natif. Comme ça, quand le labo fait les copies de travail, elles vont se reporter sur une nouvelle LUT qui est peut-être différente du plan d'avant en fonction de la sensibilité qu'on peut avoir. Et là, ça serait le top du top. Ce genre de métadonnées qu'on peut modifier, non pas dans du RAW, mais dans une LUT qui va modifier vraiment, on va dire, pratiquement sur mesure par rapport au plan qui est exposé et inscrit sur le fichier pour le labo pour pouvoir générer les copies de travail. C'est ce que j'attends réellement. Est-ce qu'il y a un constructeur qui peut nous faire ça réellement sur les nouvelles caméras numériques? Je sais qu'on est arrivé en termes de capteurs CMOS, machin, on est arrivé au bout. Mais si on peut avoir des petits trucs comme ça, alors je sais pas, je suis peut-être le seul à le demander, hein, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'opérateurs qui expose comme on pourrait exposer à l'époque en argentique en mesure incidente. Hein. C'est-à-dire qu'on se chartre par rapport aux 18% et on a tout le temps une image qui rentre dans les clous, hein, qui est correctement exposée, mais qui parfois, en fonction d'un manque, d'une lacune de basse lumière, de densité sombre ou des densités claires, eh bien, on ne change pas l'exposition et du coup, il y a toujours de la place vide sur la sensitométrie. Donc, ce qui serait bien, c'est réellement de pouvoir réajuster sous le principe du zone system, cette fonction. Ça, voilà, s'il y avait quelque chose à faire, ça serait ça. Voilà les amis, si vous pensez que vous avez d'autres idées sur l'évolution des caméras numériques cinéma, eh bien, n'hésitez pas. Sinon, j'ai envie de vous dire, attendons. Et pour moi, j'en ai discuté justement avec David de chez Monsieur Caméra, on avait fait un petit live là-dessus. Pour moi, on arrive à une saturation de l'évolution des caméras high cost, hein, c'est-à-dire ces caméras qui coûtent 60 000, 80 000 euros. Voilà, et j'ai l'impression que du coup, on est sur une pente montante pour les caméras low cost qui, elles, continuent à monter, à pouvoir proposer du 4.2.2 10 bits interne. Vous voyez, des choses comme ça. Je vois le GH6 qui propose de l'Apple ProRes. Bon, j'aurais préféré de l'Apple ProRes HQ, mais bon, je suis peut-être un peu trop gourmand. Mais on sent que, voilà, pour eux, il y a encore de la place, il y a encore une belle droite toute tracée pour courir et pour faire grimper leur technologie. Mais nous, en tout cas, dans le high cost, eh bien, j'ai l'impression qu'on est arrivé au plus haut. Hein. On est vraiment en haut de la butte, quoi. Et on ne sait plus trop quoi attendre. Voilà. Après avoir vu pendant 20 ans l'évolution des caméras numériques, j'avoue que pour celui qui commence à être chef-op,
eh bien, il est quand même assez bien équipé, quoi. Il y a quand même du bon matos numérique, quoi. Voilà, merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. C'était un peu long, mais voilà, c'était une petite réflexion là-dessus. Pensez à vous abonner à la chaîne si c'est pas le cas, et un petit pouce bleu, et puis un petit commentaire, ou peut-être maintenant un petit merci que vous pouvez faire en dessous, là, à côté du pouce bleu, pour me remercier. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao.